Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Édouard d'avoir organisé cette journée en hommage à Emmanuel Orala-Dury. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais je fais partie de son école, comme l'a dit Valérie ce matin. Clairement, son travail m'a inspirée. Et si je me suis impliquée dans ce domaine, notamment sur le volet modélisation, c'est en partie grâce à ses travaux pionniers. Et avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je voudrais mettre les choses en perspective, encore plus en perspective que ce qu'a fait ce matin Édouard Barr, pour juste illustrer que comme vous le savez tous, l'histoire climatique de la Terre a connu de grands bouleversements, illustré ici avec l'évolution de la température globale de la planète sur les 500 000 millions dernières années. Et on peut voir de grands bouleversements avec des périodes très chaudes reculées, notamment pré-quaternaire, en raison de dégazage massif de l'atmosphère, de gazage massif de gaz carbonique dans l'atmosphère, suivi par le quaternaire, dominé par les cycles glaciaires interglaciaires en raison de la prédominance du forçage orbital sur le bilan radiatif, la distribution de l'ensoleillement, avant l'avènement de l'interglaciaire dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui, d'apparence plus calme, notamment les deux derniers millénaires, avec ici les points rouges, la période actuelle, on va dire instrumentale, qui finalement correspond à une histoire très brève de l'histoire, une période très brève de l'histoire de la Terre. Et pourtant, c'est à partir de cette toute petite fenêtre qu'on comprend le climat, qu'on observe le climat et qu'on modélise le climat. Pour un modélisateur, je trouve que c'est quand même un peu court. Surtout que c'est un climat qui est d'apparence stable, mais justement grâce aux travaux pionniers d'Emmanuel Orala-Dury, on a pu apprendre que finalement cette période climatique des derniers siècles à millénaires a connu des changements climatiques importants qu'on n'a pas forcément observé sur la fenêtre instrumentale des 50 dernières années, qu'il faut essayer de comprendre avant de pouvoir le modéliser. Et donc, évidemment, on a les sources historiques qui nous ont permis d'identifier ces changements climatiques importants, mais il y a aussi d'autres sources d'informations. On en a vu pas mal ce matin avec les présentations qui ont été données, notamment par Valérie, qui montrent qu'il y a pas mal de sources d'informations dans les archives naturelles, que ce soit les cernes d'arbres, les spéléothèmes, les coraux, les carottes de glace, qui renferment dans leur composition physico-chimique ou physique une information climatique qui peut être déduite via l'analyse statistique ou mécanistique qu'on peut englober dans ce qu'on appelle aujourd'hui des proxy system models, qui permet de relier ces archives naturelles et leur analyse à des variables physiques, soit la température par exemple, le niveau de pression ou encore la salinité. Donc avec ces observations indirectes, on peut aussi comprendre pas mal de choses. Et depuis 10 ans, il y a eu un boom pour justement reconstruire le climat sur les 2000 dernières années avec la multiplication du nombre d'archives analysées et interprétées et publiées. Et il y a eu un gros effort notamment par le consortium Pages international pour homogénéiser toutes ces sources d'informations dans des bases de données directement utilisables par des modélisateurs ou statisticiens afin d'en déduire une information climatique. Donc ici, c'est une image qui montre la localisation des différents types d'archives. Donc en vert, ce sont essentiellement les cernes d'arbres. Donc on voit qu'on a des coraux, on a des sédiments lacustres, etc. Et ici, on voit l'évolution temporelle du nombre de séries climatiques issues d'archives naturelles depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2000, et puis ça continue aussi en ce moment, et on voit qu'on est essentiellement bien observé à partir de 1600, essentiellement dominé par le nombre de séries climatiques issues de l'analyse de cernes d'arbres, et puis plus on va dans le passé, moins on a d'observations. Donc il y a quand même une incertitude à prendre en compte quand on veut reconstruire le climat passé à partir de ce type de données qui sont
distribués de façon hétérogène, discontinue, et puis avec un biais quand même hémisphérique dans l'hémisphère nord, avec un hémisphère sud qui est quand même très, très sous-observé. Néanmoins, il y a eu des efforts pour analyser ces séries climatiques dans cette base de données PageStudy avec différentes méthodes statistiques pour pouvoir reconstruire l'évolution de la température moyenne du globe depuis donc l'an zéro, donc sur les 2000 dernières années. Donc ça, c'est une publication donc assez récente de 2019, faite par ce consortium PageStudy. Et on voit, donc on retrouve l'évolution des températures moyennes avec qu'on connaît maintenant, avec les présentations qui ont été données précédemment, mais qui cette fois vont jusqu'au premier millénaire. On retrouve donc une variabilité des températures. Zéro, c'est une référence climatologique, on va dire, sur la période récente des 30 dernières années. Et on voit donc un optimum médiéval, donc qui est on peut dire plutôt doux, et puis ensuite le petit âge de glace. Et on voit quand même une grande incertitude. Chaque courbe correspond à une méthode statistique différente. Donc ils ont analysé le même jeu de séries proxy, mais la méthode statistique diffère. Donc on voit quand même on a une incertitude et qui est aussi associée au fait qu'on a de moins en moins de données vers le passé. On voit ici que la période historique, le petit point rouge que je vous ai montré tout à l'heure, la période observée, satellitaire, instrumentale, finalement, elle est très courte et elle est complètement soumise au forçage anthropique. Donc ce qu'on comprend du climat, c'est essentiellement le climat anthropique. Et si on essaye donc si on enlève cette tendance par un filtre passe-bas pour regarder un peu le résiduel et la variabilité, on va dire, décennale à séculaire, on s'aperçoit qu'on a une amplitude de la variabilité sur ces gammes d'échelle de temps qui est de très grande ampleur, et surtout que sur la période instrumentale, on ne l'a pas observé, on ne l'a pas échantillonné. Donc ce que les sources historiques documentent sur les changements et les bouleversements climatiques qui sont assez importants, mais surtout importants d'un point de vue amplitude, mais aussi pour les sociétés, finalement, on ne les a pas observés. Donc quand on veut prévoir le climat futur, c'est un petit peu embêtant, parce que ces mécanismes-là, on ne les comprend pas, même s'il y a eu des progrès ces dernières années. Donc, la première question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi le climat varie ? On veut bien identifier les mécanismes qui gouvernent le climat, mais il faut déjà peut-être comprendre les principaux fondements, mécanismes qui dirigent cette variabilité climatique. Donc, ça a été dit, le climat, c'est à différencier de la météo. Donc, en fait, le climat, c'est généralement défini comme la moyenne des situations météorologiques sur une période suffisamment longue, de 30 ans, pour avoir une situation moyenne de référence. Et l'analyse spectrale puis on peut ensuite analyser la variabilité qui correspond à l'écart d'un mois à l'autre, ou d'une année à l'autre, ou d'une décennie à l'autre, par rapport à cette moyenne climatologique. Et quand on fait l'analyse de cette anomalie par rapport à la moyenne, donc une analyse statistique spectrale, on s'appuie essentiellement, on s'appuie jusqu'à récemment sur une fenêtre temporelle relativement courte, qui est de 50 à 100 ans. De fenêtre instrumentale. Donc finalement, on est tronqué dans notre base de données d'observation. Il y a aussi la variabilité. Et ces analyses ont permis de révéler des modes de variabilité qu'on appelle internes et qui sont finalement le résultat du chaos, d'interactions spontanées entre des échanges de quantités de mouvement et de chaleur entre ces différentes composantes, notamment entre l'océan et l'atmosphère, mais un chaos qui est assez organisé finalement de par la distribution des continents et des océans et de la rotation de la Terre, qui fait que selon le bassin océanique et la configuration régionale, ce chaos va prendre forme et s'organiser autour de ce qu'on appelle des modes de variabilité. Et il y a un mode de variabilité assez emblématique que vous connaissez sans doute tous, qui est le phénomène El Niño, qui est une anomalie des températures de surface océanique dans le Pacifique, qui va être tantôt chaude, c'est ce qu'on appelle les phénomènes El Niño, ou tantôt froide, on appelle la Niña, et puis les séries longues, à peu près d'une centaine d'années, ont permis de montrer que cette mode de variabilité est cyclique, avec des pics entre 4 et 8 ans. Donc on va passer d'un Niña à un Niño autour de ce pic de variabilité. Ça, c'est purement spontané, c'est de la variabilité purement interne.
Donc et ce mode de variabilité a un impact sur le climat de la planète. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait souvent référence à ce mode de variabilité comme le premier mode de variabilité à l'échelle planétaire, parce que ces anomalies de température dans le Pacifique vont perturber la circulation atmosphérique et créer des sécheresses au Brésil, ou au contraire des inondations au Mexique, etc., et dans d'autres régions du globe. À nos latitudes, on a d'autres modes de variabilité préférentielle qui s'organisent aussi à l'échelle du bassin, liés au fait, toujours par rapport à la distribution des continents et des océans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la circulation couplée océan atmosphérique va donner naissance dans cette région à ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale, ou AMO, qui a ce motif-là, qui va se réchauffer, qui va s'exprimer avec un motif spatial en fer à cheval, plus chaud ou froid, avec une évolution temporelle ici sur les 100 dernières années. Cette fois-ci, ce mode, lui, va plus opérer à l'échelle multidécennale. Donc c'est un mode plutôt à basse fréquence. On va passer donc d'une phase chaude à froide, plutôt autour de... il n'y a pas de pic précis, mais on va dire que c'est multidécennal. Il y a également les forçages externes qui vont, eux, venir perturber le bilan radiatif de la Terre, donc l'énergie disponible pour le système climatique, et qui peut aussi venir perturber les rouages des modes de variabilité que je viens de présenter. Donc, parmi les forçages qui ont varié de manière significative, finalement, ils sont peu nombreux. Édouard en a parlé ce matin. On peut reconstruire l'évolution des gaz à effet de serre au cours des siècles passés par les nanides des carottes de glace. Donc ici, c'est des séries temporelles pour le gaz carbonique, le méthane et puis le NO2. Et on voit que finalement, ils ont peu varié au cours du millénaire. Ils commencent à bouger au début de la période industrielle, avec une amorce à une augmentation de la concentration. Donc on comprend assez vite que ce n'est pas forcément ces gaz à effet de serre qui peuvent expliquer les changements observés au cours des 2000 dernières années. Il y a également l'utilisation des sols et le couvert végétal. Donc ça, c'est une figure qui correspond au jeu de forçage reconstruit par un consortium et qui a été utilisé par les centres de modélisation pour simuler les changements climatiques sur cette période, avec un code de couleur par type de végétation. En marron ici, c'est plutôt les cultures. En vert, c'est les forêts primaires, etc. Et on voit que le changement d'utilisation des sols a très peu bougé et qui commence un peu à bouger autour de 1600, mais c'est toujours assez localisé. Et ça va avoir un impact plutôt régional. Et puis, on en a parlé, il y a les éruptions volcaniques qui peuvent perturber le climat, mais à l'échelle globale. Donc, on vient d'entendre parler du Laki, qui a eu un impact régional, qui est une éruption qui était plutôt diffusif, donc avec un impact plutôt confiné dans l'hémisphère nord. Celles qui ont des éruptions qui ont un impact climatique global et significatif sont plutôt des éruptions qu'on appelle explosives et qui sont suffisamment fortes pour injecter des grandes quantités de gaz soufrés dans la stratosphère, donc très haut dans l'atmosphère. Et ces gaz soufrés, une fois qu'ils sont dans la stratosphère, qui est très sèche, vont être transformés en particules d'aérosol qui vont avoir un effet sur le rayonnement solaire en le réfléchissant vers l'espace, parce qu'elles ont un albédo fort, ce qui va conduire à un refroidissement de la surface continentale. Donc ces éruptions peuvent avoir un impact global important. Et ça a été reconnu durant le dernier rapport du GIEC, notamment par l'inclusion de ce forçage qui n'était pas forcément pris en compte dans les exercices précédents. Et cette figure ici l'illustre plutôt bien, où on voit le forçage effectif de différents éléments perturbants du bilan radiatif de la Terre, comme les émissions des gaz à effet de serre qui augmentent depuis 1750, etc. Et puis on voit ces pics qui correspondent à l'influence des éruptions volcaniques stratosphériques. Et on voit que ces éruptions ont un impact important, jusqu'à moins 4 watts par mètre carré, réfléchissant. Donc on va avoir un déficit d'ensoleillement de plus de 4 watts par mètre carré en moyenne globale, mais l'influence dure très peu de temps, dure 2 à 3 ans. C'est le temps de vie des aérosols entre le moment où ils sont formés et le moment où ils sédimentent, où ils vont être déposés. Ça ne dure pas plus de 3 ans.
Donc c'est un forçage important mais court. Mais finalement, ce forçage important et court peut avoir un impact quand même sur le long terme, la réponse climatique à l'échelle annuelle à multidécennale, notamment via l'impact sur la mémoire de l'océan et les modes de variabilité que j'ai présentés auparavant. Donc on peut le reconstruire, ce forçage volcanique, sur la période pré-satellitaire, parce que finalement, c'est pas évident d'observer les paléo-éruptions avant le début de l'ère satellitaire. Il existe différentes méthodes pour reconstruire ce forçage volcanique et l'une d'entre elles s'appuie sur l'analyse des pics d'acide sulfurique dans les carottes de glace que j'illustre ici pour une éruption qui a eu lieu en 1258. On voit le pic qui dure à peu près 2 ans, en comparaison avec celui d'une éruption qui a eu lieu en 1991, qui est celle du mont Pinatubo, dans les Philippines, et qui était beaucoup plus faible en amplitude par sa signature d'acide sulfurique dans les glaces. Et à partir de l'analyse de ces pics d'acide sulfurique, notamment par les travaux de Michael Siegel, qui a été très actif sur ce volet-là, on peut essayer de reconstruire le paléovolcanisme sur la période des 2000 dernières années. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait en essayant de reconstruire le forçage volcanique en prenant l'impact, les paramètres optiques associés aux aérosols observés pour l'éruption du mont Pinatubo qui était en 91, donc pendant la période satellitaire, et avec un produit en croix, avec les pics d'acide sulfurique et leur taille, essayer de reconstruire les paléoforçages volcaniques pour les éruptions précédant la période satellitaire. En faisant ça, il y a eu un débat dans la communauté parce que les modèles, en prenant ce type de forçage volcanique reconstruit de cette façon-là, étaient en désaccord total avec les reconstructions, par exemple, issues de l'analyse des cernes d'arbres. Il y a eu pas mal de controverses. Donc ici, c'est une simulation en rouge d'un modèle climatique qui a pris en compte ce forçage volcanique et une reconstruction des températures dans l'hémisphère nord à partir de l'analyse de cernes d'arbres. Donc on retrouve un peu ce que nous a montré Valérie ce matin, avec des pics en plus, ici, suite à des éruptions volcaniques, notamment celle de 1258 dont je vous ai parlé, et puis celle du Tambora. Donc il y a eu un débat, et certains pensaient que c'était les cernes d'arbres qui n'étaient pas capables de capturer un refroidissement aussi important et aussi court. En réalité, c'était beaucoup plus complexe parce que la méthode linéaire où on prend la taille des pics d'acide sulfurique et on fait un scaling linéaire avec celui observé pour Pinatubo, c'était peut-être un peu simpliste. Donc nous, à l'IPSL, on a essayé d'explorer cette question, notamment via la modélisation du forçage volcanique depuis l'émission de la source de gaz soufré jusqu'à la distribution des aérosols dans la stratosphère afin de calculer le forçage radiatif. Donc ici, c'est la source, c'est l'analyse des carottes de glace. Ici, c'est des modèles d'aérosols. Et puis, essayer de regarder l'impact sur le climat et quantifier les sources d'incertitude à chaque étape. Pour faire court, donc c'est un effort qui a impliqué pas mal de collaborateurs, donc à l'échelle nationale en France, mais aussi des collaborateurs en Suisse et en Angleterre, pour essayer de progresser sur ces questions. Ici, c'est une comparaison et un résultat pour Saint-Malas, c'est la moyenne des températures en été pour l'hémisphère nord, modélisée par les modèles climatiques en rose et les cernes d'arbres, reconstruits par les cernes d'arbres en bleu. Et on voit effectivement que les modèles surestiment complètement le refroidissement associé à ce type de super éruption. C'est vrai aussi pour Tambora. En 1815, on voit que les modèles surestiment alors que les cernes d'arbres, elles, indiquent plutôt un refroidissement en été de l'hémisphère nord d'environ 1 degré. Les modèles vont jusqu'à 2,5. Et pour Saint-Malas, en 1258, c'est jusqu'à moins de 6 degrés, ce qui est énorme. Et on a pu réconcilier ce désaccord via la modélisation des aérosols, comme je vous l'ai montré de tout le cycle. Et c'est le résultat qui est présenté ici, avec les résultats des simulations pour différents scénarios, en injectant une éruption
en juillet, mai ou en janvier, parce qu'on n'avait pas forcément la connaissance de la saison de l'éruption pour Samalas. On savait que c'était en 1258. Puis en changeant la saison d'injection de l'éruption, la comparaison aux données de Cerneux-d'Arbre en bleu, on a pu suggérer que c'était sans doute une éruption qui a eu lieu au printemps, en été. Et puis là, c'est la comparaison modèle donné avec, pour Tambora. Donc on a progressé sur ces questions et maintenant on obtient des forçages volcaniques qui sont bien plus fiables. Cela dit, on a encore beaucoup d'incertitudes sur la saison des éruptions, parce que dans les glaces, on peut voir l'année du pic d'acide sulfurique, donc localiser l'année de l'éruption, mais on n'a pas forcément la saison, et ça peut avoir un rôle important, comme je l'ai montré auparavant. Et là, je voulais quand même montrer ce résultat qui est pas mal, qui a été publié l'année dernière, par un groupe interdisciplinaire, on en a parlé pas mal ce matin, qui réunit justement des historiens du climat, notamment Sébastien Guillet, qui est un jeune historien du climat, qui vraiment s'inscrit dans la continuité des travaux pionniers d'Emmanuel Leroy-Ladurie, et qui a réuni une équipe d'experts, modélisateurs d'aérosols, climat et d'historiens qui ont essayé de compiler des manifestations optiques qui sont des phénomènes rares et visuellement spectaculaires liés à la présence d'aérosols stratosphériques suite à des éruptions volcaniques majeures. Et dans les nombreuses cultures, ce type de manifestations, qui sont des obscurcissements solaires ou des lunes rouges, sont souvent considérées comme annonciatrices de cataclysmes, donc elles sont souvent répertoriées. Et donc ce travail-là a consisté à compiler plusieurs milliers d'entrées de documents en Europe, en Chine et au Japon, que j'illustre ici, qui a permis de dater et d'identifier, en comparant la date de ces documents historiques avec la date des éruptions issues d'analyse des carottes de glace et notre compréhension de la dynamique des aérosols dans la stratosphère via la modélisation, on a pu réduire et identifier la saison d'éruption d'une quinzaine d'éruptions qui ont eu lieu au cours des 2000 dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus commun de pratiquer, d'avoir des travaux interdisciplinaires sur ces questions-là. Donc il y a évidemment également la variabilité solaire, qui est un forçage important à prendre en compte. Édouard en a parlé ce matin. Donc cette variabilité solaire, donc c'est l'intensité du soleil qui est plus ou moins forte, elle évolue essentiellement autour de cycles de 11 ans, mais comparé à l'intensité du forçage volcanique, l'amplitude est plus faible, mais ce n'est pas négligeable et c'est important de le prendre en compte. Et ces travaux-là, au cours donc des 10 dernières années, nous a permis de converger vers des reconstructions qui sont de plus en plus fines et on continue à les affiner. D'ailleurs, demain, il y a un workshop pour lancer le prochain exercice et essayer d'affiner encore mieux ces forçages naturels. Ici, pour l'irradiance solaire, je montre donc ce qui a été utilisé pour le dernier exercice du GIEC. On voit donc les cycles solaires de 11 ans ici, avec l'amplitude des anomalies en watts par mètre carré associées. Et ici, le forçage volcanique, avec les forçages utilisés en rouge pour le précédent exercice, grâce aux progrès qui ont été faits sur la modélisation du forçage volcanique en lui-même, qui est en bleu. On voit qu'on a pu corriger et finalement limiter l'impact radiatif de super-éruptions qui sont plusieurs fois plus importante que celle qui était la plus importante de la période récente, qui est Pinatubo en 1991. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on dispose. Et on peut ensuite, grâce à ces jeux de forçage qui sont de plus en plus fins, essayer de comprendre leur impact sur le climat. Cela dit, la combinaison de ces forçages externes sur les modes et leur impact sur les modes de variabilité interne, c'est assez compliqué parce que c'est des forçages qui évoluent dans l'espace et dans le temps de manière différente. Donc, ils vont avoir une signature et une influence climatique différente. Et puis, il y a la variabilité interne qui a ses propres mécanismes selon la région considérée. Donc, pour répondre à ces questions et comprendre la variabilité naturelle observée sur cette période, on fait appel à la modélisation climatique avec des modèles couplés au champ atmosphère, dits de circulation générale. Et aujourd'hui, on se dirige de plus en plus, comme l'a dit
Pascal Liu précédemment, vers des approches ensemblistes. Cette fois, on ne va pas prendre une seule simulation et pour étudier l'évolution du climat à un même jeu de forçage, on va réaliser plusieurs simulations avec des états initiaux différents, avec le même modèle ou de différents jeux de modèles, pour pouvoir échantillonner tout le spectre de la variabilité naturelle et soumettre cet ensemble de simulations au même jeu de forçage. Et du coup, l'ensemble de ces simulations va nous permettre de mieux comprendre la composante qui est forcée, qui pourrait être, par exemple, calculée via la moyenne d'ensemble, parce que la partie commune à chacune de ces simulations, c'est la composante forcée, donc on peut y accéder en utilisant la moyenne d'ensemble. Et à l'inverse, la dispersion autour de cette moyenne d'ensemble permet d'accéder à la contribution de la variabilité interne purement chaotique. Donc c'est des travaux qu'on a essayé de faire dans le cadre du dernier exercice du GIEC avec plusieurs groupes de modélisation qui ont réalisé exactement la même simulation avec les mêmes jeux de forçage dont je vous ai parlé, mais avec des modèles, le climat différent. Donc ici, il y a eu 4 groupes qui ont participé à cet exercice et chacun ayant contribué avec une ou plusieurs simulations. Et ici, je vais vous montrer un résultat concernant la variabilité dans l'Atlantique Nord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Atlantique Nord est dominé par différents modes de variabilité. Et à l'échelle décennale, l'un des modes de variabilité dominants, interne, naturel, purement spontané, c'est l'AMO. Et voir pour pouvoir comprendre si ce mode a été perturbé par les forçages externes et comment il a évolué au cours des 1000 dernières années, on a exploré dans chacun de ces modèles ce mode de variabilité, ici, donc l'AMO. Et pour pouvoir le tracer dans des simulations du dernier millénaire, on a d'abord calculé le pattern associé à ce mode dans des simulations longues pour chacun des modèles sans forçage, donc purement interne, donc, qui résulte de la variabilité purement interne, et on l'a projeté ensuite à chaque pas de temps dans des simulations qui, elles, ont vu ce forçage. Donc c'est ce qu'on appelle des méthodes de régression en 2 étapes, qui nous permettent de nous assurer qu'on suit bien dans les simulations forcées ce mode-là, qui est purement interne. Et c'est donc ce qu'on obtient ici, c'est l'évolution temporelle associée à ce mode purement interne. Et on voit que sur la période des 1000 dernières années, donc c'est une courbe par modèle, aucun des modèles qui a vu les mêmes jeux de forçage ne donne un phasage dans ce mode de variabilité. On voit que c'est plutôt chaotique, ce qui suggérait que ce mode interne n'est pas influencé par les forçages externes, en l'occurrence par le volcanisme, indiqué ici par des barres verticales rouges pour le volcanisme le plus fort, le plus important des 1000 dernières années. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut quand même regarder le résiduel. On a enlevé la partie AMV, donc liée à la variabilité interne, mais dans l'Atlantique Nord, il y a aussi d'autres modes de variabilité. Donc on a regardé le résiduel, et c'est cette courbe-là. Et on voit que le résiduel de la variabilité dans l'Atlantique Nord... Non, c'est toujours la variabilité interne, pardon. Et cette variabilité interne, on a vu qu'elle était en réalité étroitement liée à la circulation océanique de retournement qu'on appelle l'AMOC, et qui domine la variabilité dans l'Atlantique Nord. Donc c'est purement interne, et les forçages volcaniques n'ont pas d'influence sur cette composante AMOC, AMV de la variabilité. Par contre, la partie résiduelle, elle, quand on la plotte, on obtient ce type de résultat et on voit que tout d'un coup, tous les modèles sont synchronisés. Et donc ce qui veut dire que le signal externe de la variabilité dans l'Atlantique Nord est dominé, certes, par la MOC, mais 25% de la variance au cours du dernier millénaire, ce qui est quand même pas rien, est expliqué par les forçages externes. Donc on commence à mieux comprendre, grâce à ces approches-là, qu'une partie importante de la variabilité dans l'Atlantique Nord est forcée par le volcanisme. Alors qu'en est-il de l'ENSO ? Donc il y a eu des travaux qui ont été réalisés avec les modèles CMIP5, donc la génération précédente de modèles que je viens de présenter, qui avaient déjà essayé d'explorer l'impact du volcanisme sur El Niño. Ici, je montre juste un résultat qu'on a développé dans l'équipe à partir de 100 simulations sur la période historique, entre 1850 et 2012.
qui montre le pourcentage de modèles CMIP5 montrant un événement El Niño au cours du temps. Et on peut voir que ce pourcentage dépasse 30%, ce qui est la limite de la significativité pour identifier un lien de cause à effet, suite aux éruptions stratosphériques les plus importantes de la période historique. Donc ça suggère qu'effectivement, le forçage volcanique peut avoir un impact sur l'ENSO, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le forçage volcanique aurait tendance à refroidir, dans le Pacifique, ça aurait tendance à déclencher une phase positive de l'ENSO, donc une phase El Niño, donc une phase plus chaude, ce qui est plutôt contre-intuitif. Et le mécanisme donc sous-jacent a été exploré par pas mal de groupes. Nous, on en a proposé un qui semble aujourd'hui faire consensus, qui met en avant un mécanisme qui partirait du fait que quand on a une éruption volcanique, on a tendance à refroidir les continents plus rapidement que les océans, en raison de la capacité calorifique des océans et des continents, et donc réduire la mousson, parce que la mousson, ça dépend des gradients ternaires. Donc le flux de mousson est diminué parce que les continents sont plus froids que les océans. Donc en rouge ici, c'est les précipitations. Donc on voit qu'on a asséché toute la bande tropicale. En fait, suite à une éruption, on assèche les tropiques en raison du gradient ternaire qui est plus faible. Mais en même temps, on va exciter des ondes tropicales via ce mécanisme-là qu'on appelle des ondes de Kelvin, qui vont démarrer depuis l'Afrique et atteindre le Pacifique Ouest et déclencher un coup de vent et perturber la circulation climatique de cette région-là, qui va ensuite créer un courant océanique qui va déplacer les masses d'eau chaude du Pacifique Ouest vers le Pacifique central et déclencher ensuite un phénomène El Niño. Donc on a voulu explorer la robustesse de ce résultat dans la dernière génération de modèles, mais plus avec un angle, cette fois, variabilité. Comme je l'ai montré dans le papier, donc sur l'Atlantique Nord, on a pu montrer qu'il y avait une variabilité multidécennale qui était en partie à 25% expliquée par le volcanisme, avec une forme de cycle. Et on a voulu voir si c'était aussi vrai pour l'ENSO, avec les mêmes modèles, donc CMIP6. Alors ici, c'est sur le plot du haut, on voit l'évolution du forçage radiatif lié aux éruptions volcaniques. Donc en rouge, c'est la baisse du rayonnement solaire incident au sommet de l'atmosphère. Et en bleu, c'est l'épaisseur optique des aérosols qui nous permet de mesurer l'amplitude et le timing des éruptions. Ici, c'est une analyse spectrale qui permet d'identifier les périodicités dominante de l'indice Niño 3.4, qui est une moyenne de SST dans le Pacifique Ouest, qui est un bon indice pour mesurer la variabilité d'ENSO. Et en dessous, c'est le même indice, mais dans une simulation, dans les simulations sans forçage, donc purement liées à la variabilité interne spontanée. Et on peut voir que dans les simulations forcées, on a beaucoup plus d'énergie que dans les simulations non forcées, et avec en blanc l'énergie moyenne pour l'ensemble des modèles. Et on voit que suite à des éruptions volcaniques, on a des pics énergétiques, ce qui suggérait qu'on excite la variabilité basse fréquence interannuelle à multidécennale. Contrairement, c'est présent aussi dans les simulations de contrôle, mais ça a l'air de jouer le rôle de pacemaker ou de métronome, ces éruptions volcaniques. C'est une hypothèse de travail qu'on a voulu évaluer en analysant la réponse post-éruption. Donc on a sélectionné les éruptions les plus importantes qui ont eu lieu sur la période des 1000 dernières années, qui sont listées ici. On les a classées par groupe, donc celles qui sont plutôt faibles, celles qui sont plutôt importantes, puis celles qui sont très très fortes. Et surtout, on les a sélectionnées de façon à ce qu'elles soient bien isolées, 13 ans avant, pas d'éruption, 13 ans après, pas d'éruption, parce que l'idée, c'est de vraiment tracer la réponse au cours du temps, au moins à l'échelle sur une fenêtre de 10 ans, suite à l'événement. Alors là, c'est une présentation du résultat. Là, en fait, on voit nos trois groupes, faibles, moyens et forts. Ici, c'est l'AOD, donc ça nous donne une mesure de l'intensité de l'éruption, donc très fort, moyen et faible. Ici, c'est la moyenne globale des températures de surface océanique. Ici, c'est la composante externe de l'AMV, que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le résiduel. Et ici, c'est l'indice Niño 3.4. Et on peut voir que, en moyenne, suite à une éruption volcanique, on va avoir un refroidissement
qui peut persister de manière significative, les petits points, c'est quand c'est significatif, environ 7 ans, dans l'Atlantique Nord aussi. Puis on a quand même une ondulation significative pour les éruptions les plus majeures qui quand même reste faible, mais qui est présente. Ce qui est intéressant, c'est que dans la région Niño 3.4, le phénomène ENSO réagit de manière particulière, mais plutôt de façon ondulatoire, via une onde, un peu comme une vague d'amortissement. Et donc on a un premier événement El Niño, et puis après ça baisse, et puis on en a un deuxième, qui est plus faible, mais qui est présent, surtout pour les éruptions fortes et les éruptions moyennes. Pour les éruptions plus faibles, quand je dis faible, c'est Pinatubo, celle de 1991, qui reste quand même l'une des plus importantes qu'on ait observées sur la période satellite. Mais sur les 1000 dernières années, on en a eu des beaucoup plus fortes, et on voit que l'onde, elle est également plus forte. Donc on a voulu s'assurer qu'il y avait bien un lien de cause à effet, donc on a mis en place une petite méthode d'analyse basée sur des régressions, basée sur le décalage temporel. En quelques mots, on va prendre le pic de forçage radiatif, donc le pic d'AOD, et on va corréler l'évolution de l'indice à partir du pic avec une prédiction associée à l'intensité du forçage volcanique. Et la corrélation entre la série réelle et puis la prédiction associée au forçage volcanique va nous donner au cours du temps la dépendance de notre réponse climatique à l'intensité du forçage volcanique initial, alors que la pente de régression va nous donner une idée sur la sensibilité de notre indice climatique à chaque lag, à l'intensité de l'AOD initiale. Sachant qu'ici, c'est une étude qui reprend tous les modèles et puis les 13 éruptions dont je vous ai parlé. Donc ici, c'est le résultat pour l'AMV. Et on voit que, donc ça c'est notre... on l'a fait que pour un jeu d'éruptions, pour faire simple. Ici, il me semble qu'on a pris les éruptions moyennes. Ici, c'est l'évolution des températures dans l'Atlantique Nord, donc la composante externe. Et ici, donc, c'est la corrélation et puis la pente de régression. Et en fait, quand on a des points rouges, ici, ça veut dire qu'à chaque pas de temps, l'amplitude du refroidissement est liée directement à l'amplitude du forçage volcanique, ce qui permet de voir que la signature du forçage volcanique dans l'Atlantique Nord reste de manière assez significative jusqu'à 6 ans. Et alors que la pente nous donne aussi une idée de l'intensité du lien de cause à effet. Donc on a finalement une réponse en 3 phases, avec un refroidissement rapide, une récupération qui dure à peu près 7 ans, puis après on a quand même une réponse avec une fluctuation aléatoire. Et on voit que pour l'ENSO, bon là c'est nos composites, on voit que ça reste significatif. Donc on a le premier ENSO et le deuxième premier El Niño et le deuxième El Niño, et on voit dans les petits points rouges que c'est significatif. Le lien de cause à effet semble être lié à l'intensité de l'éruption. L'ampleur du premier El Niño, cela dit, dépend plus fortement et plus sensiblement au forçage volcanique initial par rapport au second El Niño, et puis la dépendance se dissipe au cours du temps. Donc on a voulu quand même vérifier ça en comparant ce caractère ondulatoire dans une simulation sans forçage volcanique, parce qu'il est possible que ce soit juste une coïncidence quand même si c'est peu probable d'après notre analyse statistique. Donc on a comparé donc, notre jeu de composite d'éruption à 5 événements El Niño dans une simulation non forcée, donc qui mesure la variabilité purement interne. Et on voit qu'on a effectivement un comportement oscillatoire d'ENSO, qui est connu. Donc on voit qu'on a un premier El Niño, et puis ensuite on en a un deuxième. Mais l'énergie de cette onde, qui est représentée ici par cette courbe orange, est relativement faible. Et si on regarde ce même comportement dans notre composite post-éruption, on voit qu'on a injecté de l'énergie, on a excité cette onde différentielle de second ordre. Et quand on essaye de fitter cette équation en rouge via cette courbe, on voit bien qu'on a une onde différentielle d'amortissement. Donc on a bien, avec les éruptions volcaniques, perturber la variabilité interne et injecter de l'énergie dans le système. Donc pour résumer, donc, la composante externe
Dans l'Atlantique Nord, elle explique 25% de la variance de l'AMV. Pour l'ENSO, on a aussi une réponse, mais qui se fait de manière un peu différente, qui va être associée à 2 événements El Niño sur une fenêtre temporelle de 7 ans. Donc ça, c'est assez nouveau. Mais voilà, donc ça, c'est les premières conclusions. Donc ça, c'est que des résultats de modèles. Et comment faire pour vérifier ça dans les observations? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces observations dont on dispose, elles sont disparates dans l'espace et dans le temps. Et nous, pour faire une comparaison modèle donné qui soit compréhensible, il nous faut des schémas spatiaux, parce que les modes de variabilité s'organisent autour de motifs spatiaux avec des contenus en fréquence spécifiques. On ne peut pas travailler à l'échelle d'un site, c'est beaucoup trop compliqué. Donc on voudrait des champs complets, cohérents physiquement, et avec les proxys. Et une façon de faire, c'est de combiner les proxys avec la physique des modèles de climat via ce qu'on appelle les méthodes d'assimilation de données, avec notamment les travaux pionniers d'Hugh Gousse, qui est là, qui a été l'un des premiers à explorer ce type et à mettre au point ce type de méthode, soit en analysant et en faisant une comparaison modèle-données à chaque pas de temps avec des simulations, un grand ensemble de simulations préexistantes. Et à chaque pas de temps, on peut comparer les champs simulés avec les données et puis essayer de relier. Et puis, il y a le domaine donc, de l'assimilation de données avec les filtres, le Kalman d'ensemble, et puis les filtres à particules. Donc, c'est des filtres qui font une analyse, qui essayent de comparer les PDF issus des modèles, donc les densités les fonctions de densité de distribution statistique des modèles avec celles des observations, et essayer de les faire communiquer. Nous, on s'y est mis aussi à l'IPSL, et moi, personnellement, je me suis plutôt intéressée au filtre à particules qui est fait essentiellement par Hugues, parce que je trouve que c'est beaucoup plus cohérent physiquement quand on vient de la communauté modèle. Mais les filtres Kalman d'ensemble sont également des méthodes très intéressantes, mais qui s'appuient sur des simulations, de l'analyse a posteriori de simulations déjà réalisées, alors que le filtre particules va propager et va guider les simulations à chaque pas de temps. Comme indiqué ici, on démarre un ensemble de simulations et puis au pas de temps suivant, on va comparer les simulations au proxy et on va essayer via des fonctions de coût qui va nous permettre de déduire une probabilité, de dire que ces simulations ont plus de chances de se comparer aux observations qui sont là, alors que celles-ci, elles vont complètement rater la cible. Donc on va arrêter ces simulations, on va propager que ces simulations en les démultipliant, parce qu'il est important de garder une taille d'ensemble de simulations constante, et ainsi de suite. Donc on va guider vraiment les simulations par les observations. Le problème, c'est qu'on a un problème aux dimensions, c'est qu'on est dans un système où on a un espace qui est discrédité donc dans l'atmosphère, avec l'altitude, en longitude et en latitude. Donc on a des petits points de gris qui vont calculer la physique du climat. Et dans l'océan, donc on se retrouve avec un problème de très grande dimension. Parce que si on veut filtrer les résultats des modèles en comparant aux observations qui sont déjà en plus insuffisantes. On est dans un domaine sous-observé quand on travaille sur la partie pré-industrielle. On n'a pas des observations partout, donc il faudrait lancer un très 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 grand nombre de simulations, vu qu'on a finalement une contrainte observationnelle très faible pour espérer atteindre la cible. Donc il faudrait augmenter exponentiellement la taille du nombre de simulations. Donc pour la résolution du modèle de l'IPSL, on va dire que sa résolution en nombre de points de gris, latitude, longitude et niveaux verticaux, pour juste donner un exemple, c'est 10 puissance 80, ce qui correspond au nombre de particules dans l'univers. Donc c'est clairement pas possible de faire ce nombre de simulations pour pouvoir avoir une solution et assimiler les proxys. Donc les GCM, les modèles de circulation générale, sont trop coûteux. Et en plus, et puis ils sont très lents, donc c'est 25 ans par jour. Donc quand on veut faire 2000 ans de simulation, ça prend plusieurs mois. Donc si en plus il faut en faire 10 puissance 10, c'est juste impossible. Alors nous, ce qu'on a mis en place, donc il y a différents groupes ont développé différentes méthodes. Donc le groupe de Louvain-la-Neuve utilise le modèle of Klim, qui est un modèle de complexité intermédiaire, donc qui est
un peu moins coûteux, qui permet de faire ces grands ensembles de simulations. À l'IPSL, avec notre modèle, c'est beaucoup trop coûteux. Donc on a essayé d'explorer la solution d'utiliser des émulateurs de modèles de climat. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est des approches qui vont émuler, via des approches statistiques plus ou moins sophistiquées, la physique et la dynamique d'un modèle de circulation générale assez complexe. Donc on a réalisé ce travail là, qui a été publié l'année dernière, et qui consiste à réduire donc déjà la dimension du problème et en comparant à chaque pas de temps dans l'espace projeté réduit du problème les résultats du modèle au proxy, et pour pouvoir ensuite propager la simulation au cours du temps. Donc je ne vais pas rentrer parce que c'est comme ça serait, je pense, l'objet d'une autre conférence. On a émulé les différents modèles disponibles dans la base de données CMIP5 et CMIP6, donc il y en avait 8 en tout, et puis on a donc un émulateur par modèle, et puis on a voulu aussi réaliser des émulateurs multiphysiques. Pourquoi ? Parce que souvent les modèles, ils ont leurs biais, ils sont imparfaits, et cette approche nous permet de quantifier les incertitudes associées au fait qu'on n'a pas beaucoup de proxy, mais aussi les incertitudes associées au fait qu'on a des modèles imparfaits. Donc ça nous permet d'explorer la robustesse des reconstructions obtenues. Donc je vais juste montrer quelques résultats rapidement. Ici, c'est ce qu'on obtient pour la température moyenne globale, avec donc ici quelques métriques. Pour l'ENSO, la circulation de Walker dans le Pacifique, qui correspond à une circulation zonale est-ouest dans le Pacifique et qui est corrélée pas mal à la dynamique d'El Niño. Les températures dans l'Atlantique Nord, de température de surface océanique moyennée, et puis la température dans le Pacifique tropical moyennée, donc est filtrée pour garder que la composante décennale de la variabilité dans le Pacifique. Donc en noir, c'est nos reconstructions. En orange, c'est la distribution des différentes reconstructions obtenues avec chacun des modèles. Donc on a assimilé les données de la base de données PageS2K avec chacun des émulateurs de chacun des modèles. Ça nous donne une incertitude. Et donc, on a comparé à différents jeux de données d'observation instrumentale, qui sont donc une référence qui nous permettent d'évaluer le réalisme de ce qu'on obtient. Et je trouve qu'on obtient des résultats assez intéressants, ce qui montre que les proxys climatiques, les archives naturelles, sont vraiment des sources d'informations climatiques robustes, en fait, qu'on peut vraiment utiliser pour produire des réanalyses climatiques et des jeux de données observationnels, spatialisés au cours du temps, avant l'avènement de l'ère instrumentale et satellitaire. Donc là, c'est une évaluation, cette fois-ci, mais des scores, mais spatialisés. Donc ici, c'est la corrélation. Pour la température de surface, la température océanique, les précipitations, l'évaporation et le niveau de pression de la mer. C'est juste pour montrer le skill qu'on obtient avec cette reconstruction. Donc c'est des corrélations avec des jeux de données instrumentales pour chaque variable, avec le trend et après avoir enlevé la tendance. Et on voit qu'on obtient des scores assez intéressants, plutôt assez robustes. Et si on regarde les skills par modèle, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est le multimodèle, donc c'est ces points-là, parce qu'on s'est aperçu que quand on utilisait les émulateurs multiphysiques, ça veut dire qu'on a émulé toute la physique du modèle en même temps, on tirait profit de ce qu'il y avait de mieux finalement dans chacun des modèles, et on minimisait les défauts des modèles individuels. Donc c'est illustré par cette figure avec des scores. Ici, c'est la corrélation de 0 à 1. Pour différentes métriques, quand il y a un astérix, c'est qu'on a enlevé la tendance. Donc c'est la moyenne globale des températures dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, dans l'Atlantique Nord, etc. Et ici, c'est le coefficient d'efficacité. La corrélation, ça donne le bon accord entre nos reconstructions et les observations instrumentales, donc le bon phasage, alors que le coefficient d'efficacité nous donne l'accord entre l'amplitude du signal qu'on a reconstruit et celui des observations. Et on voit qu'il y a une grande diversité. Ici, c'est une couleur par type de modèle. Et selon le type d'indices qu'on veut étudier, il y aura un modèle qui sera meilleur que l'autre, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes biais. Mais dans l'ensemble, le modèle multiphysique, les deux modèles multiphysiques, les deux losanges, donnent les meilleurs scores, ce qui suggère qu'on a un peu pallié au défaut des modèles individuels.
Donc là, c'est une autre façon d'évaluer notre reconstruction comparée à d'autres produits d'assimilation qui ont été réalisés au cours des dernières années. C'est vraiment une discipline en plein développement. Donc, avec les travaux de Perkins en 2021, qui ont utilisé non pas un filtre à particules, mais donc une méthode statistique différente de la nôtre, qui est l'ensemble Kalman Filter. PIDA, je crois qu'ils ont utilisé aussi le NKF. Et là, ces deux reconstructions ont utilisé deux modèles différents. Et PIDA a utilisé le même modèle que celui-ci. Enfin, bon, ils ne sont pas totalement indépendants. Et ça permet de montrer qu'en fait, il y a dans l'incertitude aussi liée à la méthode statistique. Nous, on a utilisé un filtre à particules, et ils ont utilisé d'autres méthodes, mais on commence à avoir pas mal de reconstructions, donc on peut se mettre à faire de la quantification d'incertitude. Ici, c'est des diagrammes qui corrèlent les reconstructions 2 à 2, donc le RMSE, c'est l'erreur, et puis la corrélation. On voit que les reconstructions ne se corrèlent pas trop mal, mais ça permet de voir ce qui est robuste et ce qui l'est moins, pour ce type de métrique. Donc maintenant, quand on a ce genre de reconstruction, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle maintenant de la détection-attribution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier le climat des 2000 dernières années avec des jeux d'observation, cette fois-ci reconstruits, avec de plus en plus de jeux de données mis à disposition qui vont nous permettre de quantifier les incertitudes, et aussi la comparaison à des simulations de modèles de climat libres, c'est-à-dire qu'on peut lancer des grands ensembles de simulations, peut-être pas 10 000, mais ici, c'est avec le modèle de l'IPSL, c'est un ensemble de 10 simulations avec le modèle de l'IPSL que j'ai commencé à l'an 500 et qui va jusqu'en 2014. On peut comparer donc des simulations libres avec ces reconstructions, avec le seul point commun entre les simulations libres et les reconstructions, c'est les forçages. Et ce qui les différencie, on va dire plutôt, ça serait la variabilité interne. Donc ici, on voit l'évolution de la température dans l'Atlantique Nord depuis l'an 0. Donc on retrouve l'optimum médiéval, on voit le petit âge de glace, et puis on voit la partie historique. En rouge, c'est les données instrumentales. Et on voit qu'on a un mismatch, on voit que les simulations démarrées à l'an 500, à partir d'une longue simulation de contrôle à l'équilibre avec le forçage à l'an 500, j'ai démarré 5 simulations ici, et on voit que l'état initial est plus froid que ce que nous donnent les reconstructions qui sont 0,1 degré plus chaud que la moyenne climatologique, qui est la référence ici entre 1850 et 1950. Et là, c'est parce que ma simulation a démarré juste avant un épisode volcanique massif. Donc il a tout de suite pris un coup de froid, ce qui suggère que l'initialisation des simulations est importante. Peut-être que si j'avais initié ma simulation à l'an 0, avec une période, là je ne l'ai pas parce que le forçage n'avait pas encore été disponible pour les 100 premières années, mais le forçage volcanique est beaucoup plus calme. Donc on pense que ce biais chaud ici, cette période relativement chaude, est liée à une activité volcanique beaucoup plus froide, alors que ça s'est un peu dégradé au cours du temps. Les simulations et les reconstructions commencent à converger à partir donc de 2200, quand le modèle a intégré l'histoire du forçage. Et on voit que le bleu, donc le bruit de la variabilité interne, couvre bien ma reconstruction. Donc ça veut dire que le modèle est capable de reproduire le range, enfin le spread du bruit de ma variabilité interne, et puis la situation forcée également moyenne. À part peut-être sur la période récente où on a tendance à surestimer la tendance au réchauffement, ce qui suggérait que ce modèle a une sensibilité trop forte au forçage radiatif. Par contre, dans le Pacifique, c'est un indice qu'on a reconstruit pour la circulation de Walker. On voit qu'on a une variabilité tropicale de très grande amplitude, avec des comportements extrêmes à l'échelle multidécennale, avec un affaiblissement de la circulation de Walker sur plusieurs décennies, persistante et de large amplitude, que les simulations des modèles de climat utilisés à l'heure actuelle pour prédire le climat futur ne sont pas capables de reproduire, ni en amplitude, ni en persistance. Donc ça veut dire qu'il y a un mismatch, et c'est assez curieux, mais c'est ce type de questions qu'on essaie de traiter aujourd'hui, c'est de comprendre la variabilité forcée, on l'étudie, mais maintenant on veut comprendre la variabilité interne, spontanée, non forcée, finalement qu'on a très peu observée, et avec ce type de comparaison, on pourra le faire. Ça, je vais la zapper. Donc, en conclusion, il y a eu pas mal de progrès pour reconstruire et simuler le forçage, et puis naturel, et simuler le climat au cours des 2000 dernières années. 1000 dernières années, mais non, on pousse la frontière vers les
les 2000. Il y a des méthodes d'assimilation qui sont aujourd'hui mises au point dans différents groupes de recherche, dont celui qu'on a développé à l'IPSL, pour assimiler et permettre la fusion modèle-données, et cette fois-ci obtenir des champs climatiques utilisables depuis l'an 1 pour étudier le climat. Donc ces reconstructions, elles documentent des changements dynamiques de grande ampleur sur des échelles de temps décennales à séculaires qu'on n'a pas observées. Donc on découvre, ça ouvre un nouveau champ de recherche. Donc il est important aussi de prendre en compte l'initialisation des modèles pour intégrer l'histoire des forçages climatiques depuis l'an 0, si on veut pouvoir comparer à ces reconstructions. Il semblerait que les changements climatiques dans l'Atlantique Nord soient en grande partie dominés par le forçage volcanique, ce qui n'est pas du tout le cas pour le Pacifique. Les modèles de climat n'arrivent pas à reproduire les reconstructions ni en persistance ni en amplitude, soit parce qu'on a des processus manquants, soit parce qu'on a des forçages manquants. Enfin bon, c'est ce type de questions qu'on essaie de traiter à l'heure actuelle. Voilà, merci.